Uzès, dans le Gard. Un village méridional avec ses voûtes moyenâgeuses et ses façades 18e. Aujourd'hui, c'est jour de marché, à l'ombre des grands platanes, melons, abricots et autres aubergines du pays. Un festival de couleurs et de saveurs où trône en bonne place la reine de l'apéro, l'olive. Ça, c'est ma recette. C'est une olive qui est mélangée avec de la moutarde à l'ancienne, du persil, de l'ail frais mixé, un peu d'huile pour bien lier la sauce et beaucoup d'amour. Voilà. Cela fait maintenant 10 ans que Marvin sillonne les marchés de la région pour vendre son fruit préféré. On fait une belle montagne, histoire que ce soit bien présentable. Des olives qu'il décline à toutes les sauces. Ail et basilic, mélange pimenté, Voici. ou encore au curry. Les clients recherchent beaucoup d'originalité dans les olives, vraiment que ça pète en bouche, que vraiment on ait les condiments, le goût du condiment et ensuite le goût de l'olive. Il ne faut pas que le condiment prenne le dessus sur l'olive, qu'on ne sente plus l'olive. Voici, madame, comme ceci. Allez, parfait. Sur l'étal, une dizaine de préparations maison pour allécher les papilles. Ici, sur le marché, l'olive est indispensable. L'olive, pour moi, ça représente le sud, l'envie de faire l'apéro, voilà, le soleil, la Méditerranée, la mer. Voilà, c'est vraiment c'est un peu de soleil dans notre table, quoi. C'est voilà, c'est l'olive. Voilà. L'olive fait partie de notre patrimoine culinaire. Incontournable à l'apéritif, mais aussi dans les salades ou les pizzas, elle s'est imposée sur notre table. Et elle a même gagné ses galons gastronomiques. Les Français en mangent près de 67 000 tonnes, soit près d'1 kilo par an et par habitant. Sa consommation a bondi de 62% en 15 ans et son prix peut varier de 3 à 35 € le kilo. Naturelle ou préparée, chacun a sa préférence. Si tout le monde croit la connaître, elle cache pourtant quelques secrets. Qu'elle soit verte ou noire, l'olive vient toujours du même arbre. Sa couleur dépend uniquement du moment de la cueillette. Mais pour gagner du temps et de l'argent, certains producteurs n'hésitent pas à la maquiller pour la rendre plus belle et plus brillante. Et l'olive qui envoie des vertes et des pas mûres serait même aujourd'hui en danger, avec une menace grandissante, la peste des oliviers. Des vallées provençales au fin fond de la Grèce, des plaines du Maroc à l'extrême sud de l'Italie, voici l'histoire de ce petit fruit gorgé de soleil. La vallée des Baux-de-Provence, au milieu du massif des Alpilles, dans les Bouches-du-Rhône. Depuis des millénaires, un arbre mythique façonne le paysage, c'est l'olivier. Ici, des hectares à perte de vue. Antoine Morat est oléiculteur. Il possède une oliveraie familiale d'une quinzaine d'hectares, transmise depuis 4 générations. Ça se passe bien? Ouais. Il y a des bons calibres ou c'est un peu petit? Ils sont bien. Bon, très bien. Nous sommes au mois de septembre et ce matin, sous un fort Mistral, c'est le début de la récolte. Ahmed, ça va? Il y a de belles olives. On n'a pas du tout de piqué, on n'a pas du tout d'abîmé. Elles sont très belles. Hein? La cueillette est effectuée par une équipe d'ouvriers marocains, des habitués qui prennent soin de ramasser le précieux fruit. Il n'y a pas de machine. Parce que quand vous faites avec une machine qui va taper sur l'olive, elle va donner un coup sur la pulpe de l'olive et l'olive après va être marquée. Donc on récolte à la main. Une sélection à la main, olive par olive. Un travail minutieux pour ces cueilleurs. Ils connaissent, ils la voient. Par exemple, voilà une olive qui est bien verte, c'est-à-dire qu'elle a commencé à mûrir et elle a un bon calibre. Et eux, ils connaissent le calibre. Ils savent que celle-là, ils peuvent la ramasser, celle-là, non. Parce que commercialement, elle n'est pas présentable. On ne va pas mettre dans un bocal une olive comme ça. C'est pas possible. Chaque arbre peut produire jusqu'à 50 kg d'olives. Un rendement qui n'est pas le fruit du hasard.
Il y a un terroir ici dans la vallée des Baux qui est spécifique et qui favorise le développement des oliviers. Mais il y a surtout une sécheresse, une terre qui n'est pas très riche. Et l'olivier, il prolifère bien dans cette terre sèche et pas très riche, justement. Un terroir exceptionnel, ici sont plantées plusieurs variétés, comme la Saloninque, la Glando ou encore la Grossane. Mais l'olive star, c'est la Picholine. Chaque année, Antoine et ses saisonniers en récoltent près de 60 tonnes. Et en cette période, il faut être très vigilant. Ça va? Ah non, pas, attention. C'est le premier panier, ça? Pas les mêmes, pas les mêmes. Pas les mêmes, hein. Picholine ici. Ok? Voilà. Très bien. Parce qu'on a plusieurs variétés dans cette oliveraie. Et là, on voit l'olive Picholine. Alors, c'est une des deux variétés d'olive de table les plus répandues sur l'olive de table française. Il y a la Luc et la Picholine, c'est les variétés qui sont les plus importantes en termes de tonnage. La Picholine, c'est une olive qui est plutôt allongée sur la tête, allongée sur le bas comme ça, et une olive qui est très bonne, très goûteuse, qui a beaucoup de qualités aromatiques, et un goût de noisette, d'amande, d'artichaut, donc elle est très bonne pour la table. Bonne pour la table, mais pas tout de suite. Bien souvent, quand on travaille dans les champs, on a souvent des touristes qui nous demandent est-ce qu'on peut goûter les olives. On leur dit bon, ben, allez-y, goûtez-les. Donc ils les goûtent, puis ils les recrachent aussitôt parce qu'il y a une amertume très importante dans l'olive naturelle. Et là, on ne peut pas la consommer comme ça, hein, ça c'est clair. En effet, avant de finir sur votre table, l'olive doit subir tout un processus de transformation. Et c'est derrière ces murs que tout se passe, dans ce que l'on appelle une confiserie. Même si ici, la seule friandise, c'est l'olive. Fraîchement cueillie, elle est d'abord équeutée, puis triée par des mains expertes qui retirent les plus imparfaites. Bon alors, ça va? Elles sont belles ces olives? Ouais. Il n'y a pas beaucoup de déchets? Non, pas beaucoup. Hein. Enfin, une machine calibre les olives suivant leur grosseur. Les olives sont vendues en fonction des calibres. Les calibres, c'est le nombre d'olives au 100 grammes. Alors pour 100 grammes, vous avez les plus grosses, il y en a 20 pour 100 grammes. Moins grosses, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 35 olives au 100 grammes. Les plus grosses sont plus chères que les plus petites à la vente. Pour la Picholine, avant d'être sacrée olive de table, mieux vaut avoir de belles mensurations. Alors vous voyez ici, c'est vraiment trop petit. Ça c'est trop petit. Ça va partir au déchet à la tapenade. On ne prend pas ça. Voilà, on ne commercialise pas. On commence à commercialiser à partir d'ici. On a une olive qui est intéressante. Et moi celle-ci, je la trouve très bonne. Elle est croquante et elle a un goût noisette qui est très bon. C'est super. Et puis après, on a des intermédiaires ici. Voilà, déjà un peu plus gros. Voilà. Ce qui plaît au consommateur, c'est voilà, une olive comme ça ici. Voilà. Ça, voilà l'olive d'apéritif qui se consomme le plus. C'est celle-là. Mais avant d'être consommée à l'apéritif, l'olive doit se faire une beauté dans différents bains. Ces bacs servent à désamériser les olives. Ça veut dire qu'on va enlever à l'olive le goût amer qu'elle a. Elle est très amère. Donc il faut la désamériser. En effet, l'olive verte est un fruit qui n'a pas encore atteint sa maturité et est immangeable en l'état. La cause, l'oléuropéine, une molécule présente dans la pulpe et responsable de l'amertume. Pour en venir à bout, les olives sont plongées dans un bain avec une faible solution de soude caustique. Étonnant, mais c'est sans danger. Une grande lessive entre 8 et 72 heures, l'oléuropéine est ainsi détruite. Ensuite, les olives sont rincées plusieurs fois à l'eau claire avant une dernière étape. Maintenant, là, on fait le premier remplissage à l'eau salée. Ce remplissage s'appelle la mise en saumure, un mélange d'eau et de sel concentré permettant à l'olive de continuer sa désamérisation et d'être conservée ainsi durant plusieurs mois. Mais en ce moment, ce qui fait la fierté d'Antoine... Bonjour Nathalie, ça va bien? C'est une olive particulière, l'olive cassée de la vallée des Baux-de-Provence. C'est une olive qui est primeur, c'est-à-dire elle mûrit fin août, début septembre. Et les anciens, ils la cassaient avec une pierre, un galet de croc, pour qu'elle puisse s'ouvrir un peu. Ensuite, ils mettaient un peu de fenouil et ils consommaient ces olives comme ça. Et nous, on a perpétué la tradition ancestrale et ça plaît énormément aux connaisseurs. C'est important pour moi d'avoir un pot dans lequel on voit nos olives.
très important. Voilà. Ça donne envie voilà, quand on voit ça, ça donne envie de l'acheter. Pour boire le pastis le soir à l'apéritif. Avec un peu de saucisson. Un parfum unique de Provence, mais qui a un coût, 30 € le kilo. Le prix à payer pour cette olive qui bénéficie depuis 22 ans d'une appellation d'origine protégée. Alors, avant leur mise sur le marché, ces olives vont subir un examen de passage. Et c'est Nathalie qui en est la responsable. Ce matin, elle organise une commission de certification AOP selon un mode opératoire bien huilé. Mesure de taux de sel dans la saumure, degré d'acidité ou encore taille des olives, tout est passé au peigne fin. S'il y a un des contrôles qui s'avérait négatif, qui s'avérait non conforme par rapport à ce que l'on attend du cahier des charges, ces olives ne pourraient pas prétendre à l'appellation d'origine protégée. Elles seraient vendues en olive de France sans avoir le label de ce signe de qualité qui est l'AOP. 26, 28, 30, 32... Le cahier des charges est strict. Et pour les lots qui n'auraient pas assez d'olives au 100 grammes, c'est sans appel. Cette série, elle n'était pas conforme uniquement sur le calibre, mais ça suffit. Ça suffit, le lot ne pourra pas prétendre à l'appellation parce que si un seul des points n'est pas conforme, le lot n'est pas conforme. Reste le test ultime, la dégustation à l'aveugle. Composé d'une dizaine de producteurs d'olives, ce jury de connaisseurs scrute tous les lots proposés à l'obtention du label. Des experts qui ont le nez fin. Je trouvais que ça manquait un peu de fenouil par rapport à d'autres lots, mais voilà, sinon c'est une question de goût ça, mais pour moi, elles sont conformes quand même. Donc pour tout le monde, c'est bon. Conforme pour moi. Tout est ok, ferme en bouche, fenouil, sel et amertume, c'est ok. Ouais, je suis d'accord, c'est vrai. Et ces experts sont sans pitié. Il y a une variété qui n'est pas de la variété de l'appellation, donc l'appellation c'est la Glando et la Salonninque. Et on a un lot où il y a dû avoir une erreur, soit de ramassage, soit de production, et on nous a présenté un lot qui ne correspondait pas aux olives de l'appellation. Donc il a été refusé pour ça, puisqu'en plus il a été mal désamérisé, il y a de l'amertume, voilà, l'olive n'est pas ferme en bouche, on ne retrouve pas les critères de l'appellation. Donc le lot a été refusé tout simplement. Sans AOP, ces olives seront vendues 2 fois moins cher, 15 € le kilo au lieu de 30. La France fournit 2% seulement des 67 000 tonnes d'olives de table que nous consommons chaque année. Une production marginale, insuffisante, qui nous oblige à acheter des olives à l'étranger. Principalement en Espagne, mais aussi au Maroc. Nous sommes à Marrakech et sa célèbre place Djemma Efna. 3 fois par an, Patrick Martinez se rend dans le souk de la Ville Rouge. Il est l'un des plus gros acheteurs d'olives en France, près de 3000 tonnes par an. Aujourd'hui, il est accompagné de son acheteur local, Ahmed Ansari. Ah, regarde. Zitoun, comme on dit chez toi. À chaque visite, c'est toujours le même émerveillement pour le Français. C'est complètement la caverne d'Ali Baba parce qu'on arrive sous des étals qui sont magnifiques avec une présentation que l'on ne connaît pas chez nous. C'est un régal des yeux, on va dire. Au Maroc, les olives font partie du quotidien et d'une tradition culinaire ancestrale. Pour le Marocain, l'olive, c'est un produit pour la consommation courante. On peut manger l'olive avec n'importe quoi, soit seul, soit avec le pain, soit dans les repas. Et dans les tagines, s'il n'y a pas d'olive, ça veut dire qu'il manque la chose la plus importante. C'est aussi l'occasion pour Patrick de goûter aux recettes locales. On voit directement la harissa, le persil, l'ail. Et le goût, hein, regarde. Très bon, hein. Du cumin aussi dedans. Cumin, beaucoup de cumin. Beaucoup de cumin. On recherche toujours la nouveauté et essayer de sortir la rareté de la saveur et du produit. Alors, pour dénicher le meilleur produit, l'importateur a un credo. Aller directement à la source. Dans des oliveraies situées à une vingtaine de kilomètres de Marrakech. La région est réputée, 225 000 hectares, soit 20 fois la superficie de Paris.
et elle représente un quart de la production marocaine d'olives. Patrick Martinez est venu s'assurer chez l'un de ses producteurs de la qualité du fruit. Alors celui-ci, très belle et ferme. Je suis venu regarder la récolte 2018 et c'est là où on s'aperçoit vraiment de la qualité du produit et bien sûr la texture. Si l'olive n'a pas souffert, elle n'est pas molle, ce qui est très important après pour le côté dégustatif. On sent l'olive bien ferme et qui n'est pas du tout abîmée, qui n'a pas souffert par la grêle. Oui. Si la qualité est, semble-t-il, au rendez-vous... Alors, par rapport à tout à l'heure, il est un peu plus petit. Pour Patrick Martinez, les olives sont encore petites. On n'est pas dans le bon calibre encore. Oui. Il manque une quinzaine de jours. Nous recherchons que le gros fruit, un calibre 22-25, à savoir que la récolte 2017, nous avons subi une baisse de gros calibre et nous avons vraiment été embêtés l'année passée pour obtenir des gros fruits. Cette année, la récolte semble prometteuse. Une chance pour le Français, car il a un besoin urgent d'acheter près de 1300 tonnes de ces olives marocaines. Mais avant d'arriver en France, les olives doivent encore subir un processus. Et c'est à 180 km de Marrakech, à Safi, en bordure de l'Atlantique, que tout se passe. Dans cette usine de transformation, la deuxième plus grande du pays, où l'on traite des centaines de milliers de tonnes d'olives. Ici comme ailleurs, cela commence par la désamérisation du fruit, puis un stockage en saumure dans ces énormes cuves. L'occasion pour Patrick d'un premier contrôle. Satisfait ? Oui, très satisfait. Il manque un passage au tapis pour enlever toutes les olives tachées, pour conserver uniquement des olives toutes vertes. Premier choix. Après un séjour en saumure pendant 3 mois, les olives vont être ensuite rincées, puis triées et calibrées. Mais aujourd'hui, ce qui intéresse particulièrement Patrick se cache dans cette machine. C'est la dénoyauteuse. Une dénoyauteuse industrielle. Le principe, un piston pousse le noyau de l'olive et l'éjecte. Et en vitesse réelle, ce sont 1200 olives qui sont dénoyautées à la minute, soit 20 par seconde. La tendance aujourd'hui du consommateur, c'est de l'olive dénoyautée. C'est beaucoup plus pratique à manger, on ne se salit pas la main à retirer un noyau. Les olives sont vérifiées une dernière fois par ces femmes qui retirent les plus abîmées. C'est parfait, je suis très satisfait. On peut garder notre appellation en premier choix. Patrick Martinez quitte le Maroc, rassuré sur ses prochaines commandes. Retour en France, dans la région d'Aix-en-Provence. Ce matin, Patrick Martinez reçoit un container venant directement du Maroc. À l'intérieur, d'énormes fûts et 15 tonnes d'olives vertes. Valeur marchande de 30 000 €. Vas-y, baisse-le. Et comme à chaque fois, il vérifie la livraison en ouvrant un fût au hasard. Très beau fruit, ferme, pas de taches. Des chargements comme celui-ci, l'industriel en reçoit 3 par semaine. Ces olives vont être dessalées, puis lavées. Mais ici, ce qui fait la spécificité et la réussite de l'entreprise, ce sont les olives assaisonnées. Dans cette recette, nous avons mis de l'oignon, de l'ail, des piments, avec comme épices du persil et bien sûr de l'ail déshydraté. C'est notre produit phare de la société, c'est une des plus grandes saveurs. La recette est ensuite malaxée pendant 10 minutes pour que l'olive s'imprègne parfaitement de tous les condiments. Une fois mise en barquette, on y ajoute un filet d'huile de tournesol. Chez le roi de l'olive, il y en a pour tous les goûts. Fourré au poivron et aux amandes, à la provençale ou encore cassé à la sauce à l'ail, au total, une vingtaine de recettes sont proposées aux consommateurs. Mais avant d'arriver en magasin, les barquettes subissent un dernier contrôle des plus surprenants. Notre ennemi, c'est le plan de chasse, parce que là, les ouvertures de chasse sont dans la même période que la cueillette. Et un plan qui, après un tir, viendrait directement mourir sur le fruit, ça serait détecté par notre appareil. Je peux vous montrer. Si je prends une barrette
avec un tout petit plomb que vous voyez à cet endroit-là, la matière ferreuse. Je vais le poser sur un produit. Et là, vous allez voir que la détection de métal qui a été lue directement. Nous retrouvons environ 4 à 5 plantes de chasse par mois. Chaque jour, jusqu'à 12 000 barquettes sortent de ces lignes de production, avant d'atterrir au rayon frais des supermarchés, vendus 2 à 3,50 € suivant les recettes. Aujourd'hui, avec une progression des ventes de plus 15% depuis 4 ans, la société est leader sur le marché français de l'olive fraîche assaisonnée. Mais pour conforter leur position, Patrick Martinez et son équipe sont toujours en quête de nouveautés. Tout le monde est prêt pour la dégustation? Oui. Aujourd'hui, cela commence par une nouvelle variété. Là, nous allons goûter maintenant une olive violette, lisse, ronde, de graisse. Un très beau fruit. Et par contre, une olive très fondante au palais. Il faut que ça plaise. Celle-là, c'est la dernière. Celles-ci seront recalées, la texture ne plaît pas du tout. De l'eau? D'autres ont droit à une deuxième chance, comme cette olive verte qui avait été mal dessalée une première fois. Elle est beaucoup moins salée. Alors là, nous sommes dans un taux de sel de 4%. Au lieu de? Au lieu de 6. Ludo, c'est bon pour toi? Oui. Si le taux de sel a baissé, c'est pour satisfaire les consommateurs. Les tendances aujourd'hui sur l'olive de table, c'est de moins en moins salé. C'est ce que nous venons de faire. D'un taux de 6% de sel, nous sommes passés à un taux de 4%. Et gustativement, ça plaît davantage à tout le monde. Alors le sel serait-il le point faible de la reine de l'apéro? À Paris, nous avons posé la question à Alexandra Murcier, une spécialiste de la nutrition. Devant elle, un échantillon d'olives acheté en grande surface. Et le constat est sans appel. Il y a beaucoup de sel à cause de la saumure et c'est un aliment qui est très très riche en sel. Là, on a un apport en sel, par exemple, de 4,57 grammes pour 100 grammes, alors que notre apport en sel, il doit être maximum de 6 grammes par jour, normalement. Donc là, bon, bien sûr, on ne mange pas 100 grammes d'olives, donc on n'a pas un apport de 4 grammes, mais 50 grammes, c'est une dizaine d'olives, donc c'est ce qu'on consomme tous potentiellement. Ça nous ferait déjà 2,25 grammes de sel, donc un tiers des apports en sel dont on a besoin sur la journée. C'est-à-dire pour le système cardiovasculaire. D'autant plus que certaines préparations d'olives font monter le taux de sel jusqu'à plus de 8 grammes. 8,3 grammes, je ne pensais pas qu'on pouvait y arriver. On est vraiment sur un taux de sel qui est beaucoup trop important. 8,3 grammes, c'est énorme. Mais surtout, ce qui est un peu inquiétant, c'est que le format du paquet évoque un peu un snacking. On a envie de manger tout le paquet, en fait. Et manger tout le paquet n'est pas forcément la meilleure idée. L'olive fait grossir, c'est car très riche en lipides. On peut partir sur une fourchette à peu près entre 350 et 400 calories au 100 grammes. Donc c'est un aliment qui a une densité énergétique très élevée, qui apporte beaucoup de calories sous un petit volume. Gardons qu'au sel et aux calories. Mais alors, quelles olives manger? Les vertes ou les noires? Les olives noires, en général, elles sont un petit peu plus riches en micronutriments. C'est-à-dire qu'elles vont apporter un petit peu plus de vitamines, un petit peu plus de vitamine E notamment, un petit peu plus de magnésium par exemple. Beaucoup d'acides gras monoinsaturés qui vont être intéressants pour notre système cardiovasculaire. En effet, l'olive contient en quantité des acides gras monoinsaturés qui aident à booster le bon cholestérol dans le sang et donc à protéger notre cœur. Ce petit fruit renferme aussi différents minéraux comme le calcium, le magnésium, le potassium ou encore la vitamine E, qui grâce à son action pourrait prévenir certaines maladies oculaires comme la cataracte. Enfin, manger des olives régulièrement aide à lutter contre l'inflammation car elle possède des polyphénols, connus pour ses pouvoirs antioxydants et antifongiques. Avec de telles qualités nutritionnelles, l'olive a ses adeptes. Direction Nyons, aux confins de la Provence et du Dauphiné. Cape de velours et chapeau orné d'un rameau, la confrérie des chevaliers de l'Olivier de Nyons est de sortie. Comme tous les deuxièmes samedis de décembre, c'est la fête de l'olive. L'occasion d'introniser de nouveaux membres. La fameuse médaille. Voilà.
Et toutes mes félicitations et bienvenue parmi nous. Voilà. Ce jour-là, les amateurs achètent l'olive noire piquée. C'est l'olive du moment, celle qui se récolte au premier frimas de l'hiver. En grand maître de la confrérie, Patrick Floret perpétue cette tradition vieille de plus de 200 ans. Donc voilà la piqueuse à olives. Les olives sont transpercées par ces pics métalliques pour que le sel pénètre à l'intérieur de l'olive et que l'olive se désamérise toute seule par ce sel. Il faut après les placer dans un endroit frais et aéré et au bout d'une dizaine de jours, l'olive est prête et consommable. Cette olive noire piquée, c'est la fierté locale. Elle est vendue entre 16 et 17 € le kilo. On est habitué à manger celle-là et on n'en mange pas d'autres. Voilà. Elles sont extrêmement bonnes. L'olive de Nyons est parfaite. Je découvre des olives méthode artisanale, ça n'a rien à voir. Ce matin, on retrouve Patrick Floret qui a troqué son costume d'apparat pour sa tenue de travail. Dans sa famille, on se transmet l'exploitation et ses 2000 oliviers de génération en génération. Et depuis l'âge de 15 ans, Patrick ramasse la tanche, une variété exclusive et bien adaptée au microclimat de la région. Alors voilà une olive parfaitement mûre, une olive à la fois ridée, suffisamment grosse pour faire une olive de table et très mûre. Alors elle peut aller du marron jusqu'au noir. Une olive à la base elle est verte. Les olives vertes sont des olives qui ne sont pas mûres et cet aspect ridé que l'on obtient sur ces olives, c'est la sécheresse de l'air, c'est le froid de l'hiver et c'est les premières gelées matinales qui font que la sève se retire de l'arbre et l'olive se déshydrate et on obtient cet aspect fripé, ridé. Là, on est heureux quand on voit des fruits comme ça, c'est vraiment le bonheur parce que c'est vraiment ce qu'on recherche à faire, l'olive de bouche, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Dans ces oliveraies, un secoueur mécanique avec ses pinces fait vibrer l'arbre. Comme le fruit est bien mûr, il tombe plus facilement. Et pour les plus récalcitrantes, reste la main de l'homme, car il ne faut pas en perdre une miette. Vous avez le coup de peigne là? Ah là, complètement, j'ai fait ça toute ma vie, alors ça serait malheureux si je ne savais pas faire. Cette année, la récolte est encourageante. Un beau fruit qui, une fois cueilli, atterrit sans attendre dans une coopérative oléicole. Tous les ans, environ 1300 tonnes d'olives noires y sont traitées. Anne Laurent en est la directrice depuis 10 ans. Et comme à chaque début de cueillette, elle inspecte minutieusement les premiers arrivages. Il y a le calibre, elles sont fermes, la couleur est bonne. Là, c'est un beau lot. Là, on est en train de regarder la qualité de l'olive, la couleur, la texture de la peau. Est-ce que l'olive est suffisamment ridée ou pas? Alors, notre olive noire d'oignon, c'est vrai, elle n'est pas belle. On précise souvent, nous, ridée naturellement. Parce que le consommateur qui ne connaît pas les caractéristiques d'une olive noire de Nyons, il a l'impression qu'il a affaire à une vieille olive. Il faut savoir que c'est le nec plus ultra, on dira, de l'olive, puisque toutes les olives ne sont pas aptes à faire de l'olive noire de Nyons. Et c'est vraiment que celles qui ont toutes les caractéristiques qui peuvent faire de l'olive. Les autres repartent à l'huile. Des rides irrésistibles pour cette olive qui a été la première protégée par un AOP en 1994. Et pour faire partie des heureux élus, l'olive est passée au crible. Nous avons ici un trieur optique avec caméra infrarouge et caméra couleur qui permet de trier l'olive en fonction de la couleur. Donc les olives vertes sont éliminées bien sûr. Les olives dans lesquelles il reste un peu de vert, un peu de rouge sont éliminées et partent à l'huile. Et les olives qui sont lisses également sont éliminées. C'est vraiment que l'olive noire ridée qui part au calibrage. Cette machine peut trier jusqu'à 3 tonnes d'olives par heure. Une perle noire qui, une fois sélectionnée, part comme les autres olives à une mise en saumure. La saumure qui est mise là, c'est une saumure à 10%. Oui, 10%. Oui. Et cette olive ne pourra être consommée que dans 10 mois. Dans le cahier des charges, il y a interdiction de rajouter autre chose que de l'eau salée. Donc aucun conservateur, aucun additif, c'est vraiment l'olive. Pas de conservateur ni d'additif. Est-ce vraiment le cas de toutes les olives que nous consommons? Aurait-elle quelques secrets inavouables? Pour le savoir, nous nous rendons à l'Université d'Orsay, au Centre français de l'innovation culinaire. Raphaël Aumont est un chimiste spécialiste dans la cuisine moléculaire.
Pour nous, il a accepté d'analyser les olives achetées en supermarché. Alors, il y a du choix. Je cherche les vraies olives noires. C'est compliqué à trouver. Ah voilà, ça c'est des vraies olives noires. Quand je dis vraies, c'est-à-dire que je vois qu'elles sont un petit peu fripées. Et surtout, si je regarde à l'intérieur, eh bien voilà, la chair se délite très facilement. Et donc ça, c'est vraiment une histoire de fermentation, parce qu'à l'intérieur, quand le fruit a mûri, il y a des enzymes qui se sont développées. Alors des enzymes, c'est comme des petits ciseaux. Ils vont venir couper les fibres et ça va assurer une tendreté. Là, on est vraiment sur un produit qui est presque crémeux. D'abord, il y a encore le noyau, évidemment. Ça sent très très bon. Et c'est très bon. On se dit naturellement noir. Pourquoi? Parce qu'à côté, alors on a l'impression que c'est pareil, mais alors, vous voyez ce truc-là? D'abord, ça sent mauvais, honnêtement. Ça sent pas du tout l'olive, la fermentation. Et ça, vous voyez, on est quelque chose de très très rigide. C'est quand même hallucinant. C'est-à-dire que quand je vais manger ça, je vais manger un espèce de caoutchouc. En fait, ça, c'est une olive verte, mais qui a été teintée en noir. C'est juste hallucinant. Mais par contre, vous voyez qu'en termes de texture, caoutchouc, vous voyez, tout élastique, tout cassant. Pourquoi? Parce que c'est un fruit qui n'était pas mûr. Mais on vous fait croire qu'il est mûr en le colorant. Alors comment on fabrique des fausses olives noires? Il faut partir déjà d'olives vertes. Donc l'idée c'est, on va tout cueillir sur l'arbre, le fruit immature, tout d'un coup. Et ensuite le problème d'un fruit immature, c'est qu'il est très très dur et il est très amer. Donc il va falloir enlever tout ça. Donc pour enlever l'amertume, alors là, on n'y va pas de main morte, on va prendre de la potasse ou de la soude. Donc ça c'est vraiment des choses qui servent des fois à déboucher les éviers ou les toilettes. Mais évidemment, ce produit, c'est un additif alimentaire lorsqu'il est sous-dosé. Donc on va prendre ce produit-là. Alors, normalement, il faudrait presque que je prenne gants et lunettes pour faire ça. On va prendre ces olives vertes et on va les plonger comme ça, déjà, dans ce bain de soude. Vous connaissez la chanson La petite souris verte, là c'est la petite olive verte. Donc, dans la soude. Ensuite, dans de la saumure, donc très très riche en sel. Et puis ce sel, il va déshydrater un petit peu l'olive pour essayer de la rendre un peu plus tendre. Parce que là, on est vraiment sur une olive immature, donc qui est très très rigide. Et enfin, l'étape ultime, c'est de rajouter un colorant. Alors, ce n'est pas un colorant en soi, c'est gluconate ferreux. Le fer va rentrer dans la chair de l'olive et va devenir noir progressivement avec le temps. Alors, vous voyez, on est sur quelque chose de... comme de la rouille, en fait. Et voilà. Et ça, on va laisser plonger ça pendant quelques jours. Et l'olive va devenir noire. Certains industriels, en plus, après, vous font presque une leçon de nutrition ou de santé en vous disant, presque grâce au fer qu'on a rajouté, un gluconate ferreux, ça va aider au fonctionnement et à réduire la fatigue, votre fatigue. Donc, on vous fait presque croire que ça devient un alicament. Donc, on vous dupe sur la texture, sur la saveur, sur la couleur, et on vous fait croire en plus que c'est bon pour la santé. C'est hallucinant de voir ce type de produit. Vous voyez, en quelques minutes seulement, les olives deviennent noires. Et là, on comprend l'intérêt de les avoir dénoyautées parce que les produits rentrent beaucoup plus facilement et ça devient noir justement dans le trou de l'olive. Et donc, c'est comme ça que ça va pouvoir devenir noir à cœur. Là, par exemple, vous voyez, ça, en 1 jour, 2 jours et au bout d'1 semaine, j'ai reconstitué ces fausses olives noires. Pourquoi les industriels utilisent cette méthode? Je pense que c'est une question de rentabilité, tout simplement. C'est-à-dire qu'une olive noire va prendre plusieurs mois à mûrir. Il faut aller la cueillir presque à la main parce que chaque olive dans l'arbre va être évidemment avec un état de mûrissement différent. Et donc tout ça, ça a un coût. Et puis s'il y a des intempéries, forcément, il y a des risques de perdre toute la récolte. Et vous voyez que ces process de colorer artificiellement une olive, en l'espace de quelques heures ou quelques jours, vous faites ce que la nature fait en plusieurs mois. Donc évidemment, c'est un gain d'argent énorme. Des olives trop lisses, trop brillantes pour être honnêtes et maquillées au gluconate ferreux. Vous pouvez les reconnaître en lisant les étiquettes. Y figure la mention plutôt ambiguë d'olive noire confite. Mais ces olives présentent-elles un risque pour notre santé? Tant que la consommation reste occasionnelle, ce n'est pas dangereux pour la santé, car c'est un additif qui n'est pas potentiellement cancérigène ou potentiellement mauvais pour la santé. Cependant, le problème des additifs alimentaires, c'est qu'on y est exposé de manière continue et trop importante avec tous les produits transformés que l'on consomme au quotidien. Et ça peut finir par faire un cocktail qui peut être potentiellement toxique, à force de cumul de tous ces additifs au quotidien. Donc il faut essayer de choisir des aliments, en général, sans additifs.
Des olives sans additifs, totalement naturelles et authentiques. Le chef Juan Arbelaez met un point d'honneur à les utiliser. À 30 ans, il est l'une des valeurs montantes de la gastronomie en France. Et dans sa cuisine créative, le petit fruit méditerranéen a trouvé toute sa place. Je viens de Colombie et on n'est pas des producteurs d'olives. Ça a été une découverte magique, c'est devenu un élément crucial dans ma cuisine. C'est un condiment, c'est un assaisonnement, c'est un élément avec lequel on peut s'en servir pour donner un dynamisme complètement différent à un plat. Pour un plat très simple comme ça peut être un œuf à la coque, on rajoute de l'olive, une crème d'olive noire et on a une dimension qui est complètement différente. On a une assiette qui va nous faire voyager, on a un plat qui va nous faire voyager. Les papilles vont se dire « Waouh, ça c'est quelque chose que je ne connais pas mais ça fonctionne, ça match ». Et pour surprendre les papilles, le chef utilise une olive exclusive, l'olive de Kalamata. Elle vient de Grèce et c'est la Rolls-Royce de l'olive. Moi, je suis tombé complètement fou de cette olive, sous le charme. Quand on croque sur une olive noire de Kalamata, elle est assez unique. La chair est extrêmement généreuse. Il y a un équilibre entre la puissance de son goût et en même temps la délicatesse de sa chair qui est assez dingue. Chez lui, la Kalamata est mise à l'honneur dans les assiettes, comme avec ce poulpe braisé, oignons au vinaigre et herbes du jardin. C'est devenu aussi un fil rouge, on le retrouve dans les entrées, dans les plats, dans les desserts. On la retrouve en cuit, en cru, on la retrouve en crème d'olive. C'est un produit qui doit se retrouver dans les cartes parce que c'est vraiment un produit d'exception. Et Juan, il en met partout. Comme dans ce pain à l'olive cuit à la plancha et accompagné du fameux tzatziki. Là, on a la graisse sur l'assiette. La Grèce, le pays. Autre utilisation audacieuse avec cette mousse au chocolat surmontée d'une touche personnelle. On va mettre une petite olive noire. Et ce n'est pas la cerise sur le gâteau, mais bien l'olive. Et surtout, c'est un voyage. C'est la mousse chocolat qu'on a l'habitude de manger. Mais tout simplement, si on ferme les yeux, on s'évade et on se retrouve en plein milieu du Péloponnèse. Le Péloponnèse, dans le sud de la Grèce. C'est le terrain de jeu préféré de Juan Arbelaez. C'est ici qu'on le retrouve, au beau milieu des oliviers. Comme tous les ans, il a rendez-vous avec son fournisseur, le franco-grec Pierre-Julien Chantios et son oncle Harris. Un moment de respiration pour le chef. Pour moi, c'est très important de venir à la rencontre des producteurs pour plusieurs raisons. J'aime bien avoir le début de l'histoire, d'où c'est produit, d'où ça vient. Même la famille, ça fait 8 générations qu'ils font des olives. Et je trouve que c'est intéressant et c'est très important de le partager avec les gens qui sont à table dans nos restaurants. Dans ce coin du Péloponnèse, sur ces terrains vallonnés, des arbres centenaires s'étendent à perte de vue. Plus grands, plus touffus qu'ailleurs. Et ils nécessitent une technique de ramassage particulière. On utilise des sortes de grands peignes qui vont enlever les olives de l'arbre sans abîmer ni la feuille ni l'arbre. En général, c'est plutôt les olives en haut de l'arbre qui vont être les premières ramassées, qui sont les plus grosses et les plus charnues et les mûres en premier. Et ensuite, on descend sur l'arbre. Donc on va passer sur 2-3 semaines d'intervalle, 2 à 3 fois par arbre. Donc aujourd'hui, on arrive, regardez les olives, elles sont en super état, elles n'ont pas du tout été abîmées. Et en même temps, ça évite aussi de secouer l'arbre et de traumatiser l'arbre. Une récolte longue et délicate qui en fait une olive haut de gamme dont le prix peut grimper jusqu'à 35 € le kilo. L'olive Kalamata, c'est l'olive la plus chère aujourd'hui qu'on trouve sur le marché mondial parce qu'elle est rare, elle est exceptionnelle en termes de goût et elle est préparée de façon entièrement naturelle. C'est tout ça qui a un prix. Mais un prix qui pourrait être impacté dans les prochains mois car les producteurs ont quelques inquiétudes sur cette récolte. La raison ? La Bactrocera oleae, une petite mouche de 4 mm qui attaque les olives. C'est cette mouche-là qui va piquer l'olive et qui va pondre. Du coup, l'olive, à partir du moment où elle est piquée, elle commence à pourrir. Et c'est très mauvais pour le goût de l'olive. Nous, on n'utilise pas de pesticides afin de préserver la qualité de nos produits. Dans ce piège, on a mis un petit produit sucré. La mouche, elle sent quelque chose, elle rentre par là et elle meurt.
Donc j'ai des olives qui n'ont ni produits chimiques, ni mouches. Un piège artisanal qui s'avère efficace contre les dakos, les mouches en grec. C'est la mouche. C'est une femelle. Cette année-là, la récolte 2018-2019, c'est une des pires années. C'est du jamais vu en termes de dakos. On n'a jamais eu ça. Là, on a placé le piège ce matin, là, il y a moins de 2 heures. On a déjà plus de 3 mouches capturées. C'est énorme. C'est du jamais vu au mois de novembre. La cause, les conditions climatiques. Un hiver trop doux, de fortes précipitations en juin et un été pas suffisamment chaud ont permis à la mouche de proliférer. Un fléau qui va détruire cette année jusqu'à 40% de la récolte grecque. Mais les producteurs tiennent à rassurer le jeune chef qui a besoin de 500 kilos d'olives. Attention, ça glisse. Dans son atelier de transformation, Harris a une réserve spéciale pour le franco-colombien. Et il tient à lui montrer le savoir-faire familial. Ça, c'est la nouvelle récolte. Ça vient de rentrer. Là, elle n'a pas encore pris le sel, hein, l'olive. Elle est encore amère. Elle y va petit à petit en douceur. Donc là, c'est du sel qui va chercher à Mesologi, dans l'ouest de la Grèce, dans les marais salants. C'est un sel de mer. Les olives de Kalamata sont des produits naturels. Les arbres font les olives et la mer produit son sel. On n'utilise pas de sel de carrière, que celui de la mer, que du naturel. Un goût unique et des méthodes artisanales pour les 2000 tonnes traitées chaque année dans cet atelier. Et ici, rien ne se perd. Tout se transforme, même le noyau de l'olive. Et dans sa maison à lui et celle de son père, ils ont uniquement un chauffage au noyau d'olive. D'accord. À l'ancienne. Et ça n'a pas une odeur également après Non. Un petit peu, juste ce qu'il faut. Il dit si ça sent l'olive, c'est que c'est bon. Ça, c'est ce qu'ils mangent chaque jour en olive. Fier de son olive de Kalamata, Harris l'a fait goûter à Juan Arbelaez. Hein? Ça, c'est bon, ça. Tonton Harry. Ça, c'est tonton Harry. Ce produit d'exception viendra garnir dans quelques semaines les tables de son restaurant. C'est dingue ici. Regarde. Tu vois, là, on appelle la vallée des oliviers. Il y a des oliviers à perte de vue. Incroyable. Avec notre village au loin, là-bas, et nos champs juste un peu plus bas. C'est magnifique. Tout ça, c'est des oliviers. Toute la région dépend vraiment de ce produit, quoi. Tout le monde vit autour de l'olivier ici. Un olivier vénéré qui fait vivre toute une région, qui a traversé les siècles avec une légende. Il serait immortel. Et pourtant... Sud-est de l'Italie, dans la région des Pouilles, au talon de la botte. Ici, les oliviers se meurent les uns après les autres. Un cimetière d'arbres fantomatiques dans cette région où l'olive faisait vivre des centaines de milliers de producteurs. Comme Giovanni Melcarne. Depuis 6 ans, cet oléiculteur assiste impuissant à la folle progression d'une maladie, la Xylella fastidiosa, la peste des oliviers. Vous voyez, ceci est un olivier qui a été frappé par la Xylella fastidiosa, une bactérie qui bouche les vaisseaux lymphatiques de la plante et la fait mourir de soif. Les dessèchements commencent avec cette partie de l'appareil végétal. C'est la manifestation typique d'un assèchement attribué à la Xylella. Elle progresse ensuite, comme celle-ci, vers un dessèchement complet, ce qui entraîne la mort de la plante en quelques années à peine. Cet olivier actuellement n'est pas encore mort, mais il est improductif. Il ne produira plus jamais d'olive. La Xylella fastidiosa qui agit comme un virus fait des ravages. 10,5 millions d'oliviers sont contaminés.
Et à ce jour, il n'existe aucun remède. Cette bactérie représente une véritable catastrophe, aussi bien du point de vue productif que du point de vue du paysage pour les pouilles. Parce que la région est particulièrement recouverte en surface par ces arbres monumentaux. Il y a des oliviers vieux de 1500 à 2000 ans sur ce territoire et ils ne pourront plus jamais être récupérés. Un théâtre de désolation pour Giovanni, propriétaire de 50 hectares d'oliviers, aujourd'hui détruit à 90%. Ses récoltes ont fondu, passant de 350 tonnes à seulement 20 tonnes aujourd'hui. Et cette hécatombe fragilise la précieuse ressource économique et historique de la région. Vous savez, nous sommes une famille d'oléiculteurs depuis le XVIe siècle. Donc nous cultivons uniquement les oliviers. C'est toute notre vie et nous comptons sur la richesse de cet arbre pour la transmettre aux générations futures. C'est ce que nous voulons poursuivre. Pour cela, seule la science pourra peut-être nous aider. Plus au nord, à 150 km de là, la ville de Bari, sur les bords de la mer Adriatique. Cette épidémie a été diagnostiquée pour la première fois en 2013 dans un laboratoire de recherche dirigé par le professeur Donato Boscia. La Xylella fastidiosa est une bactérie qui ne se propage pas dans la nature avec le vent ou avec la pluie. Mais c'est une bactérie qui est transmise seulement par le biais de vecteurs qui, lorsqu'ils mangent, la prélèvent d'une plante infectée et la transporte sur une plante saine. Sous le microscope, des cicadelles, des petits insectes suceurs de sève très répandus. Ils sont les véhicules du virus. La bactérie, une fois pénétrée dans les vaisseaux, forme son nid. Elle commence à se multiplier. Elle crée une sorte de mucus qui fait office de bouchon à l'intérieur des vaisseaux. C'est comme si, dans le corps humain, des bouchons allaient se former à l'intérieur de nos artères et que le sang ne pouvait plus circuler. Si le sang ne circule plus, l'organisme meurt. La Xylella fastidiosa proviendrait du continent américain avec l'importation de plantes infectées. Il existe un pesticide qui viendrait à bout de ces insectes, mais il est interdit par l'Union européenne. Alors dans cette serre, Salut Giusy. On cherche des solutions. Alors ça avance bien? C'est du leccino? Oui, c'est du leccino. Je lui injecte artificiellement de la Xylella fastidiosa. Ok. Le virus menace des centaines de millions d'oliviers sur tout le bassin méditerranéen. Une course contre la montre est engagée pour le chercheur et ses équipes. Un des objectifs de recherche menés par la communauté scientifique mondiale est de trouver un vaccin. Car aujourd'hui, aucun n'est en mesure de protéger la plante contre la Xylella. C'est pour cette raison que la solution la plus concrète, à moyen terme, consiste à chercher des éléments de résistance à l'intérieur de l'ADN de l'olivier, qui est très varié. Nous espérons trouver plusieurs variétés qui présentent une bonne résistance à la bactérie. Depuis peu, ils ont découvert 2 variétés d'oliviers résistantes au virus. Des expérimentations sont en cours avec ces branches greffées sur ces troncs malades. Une petite lueur d'espoir, car depuis le début de la crise, les dommages économiques avoisinent les 2,5 milliards d'euros. Et c'est tous les pays producteurs d'olives qui tremblent. Une raréfaction de l'olive entraînerait immanquablement une envolée des prix pour le consommateur. Alors certains ont peut-être trouvé une solution pour ne jamais manquer d'olives. Comme les faire pousser chez soi. Bien loin de la Provence et du chant des cigales, nous sommes en banlieue parisienne, chez Véronique. Depuis 20 ans, cette mère de famille ramasse le précieux fruit dans son jardin. Ce sont de belles olives d'Argenteuil, cueillies à l'instant. C'est un bel or noir. Elles sont très belles cette année, bien charnues. Les gens sont incrédules quand on leur dit que c'est de notre jardin. Il y a ce petit aspect un petit peu étonnant et un petit peu incongru par rapport à la région parisienne. Il y a des gens qui n'y croyaient pas. On a reçu des amis qui ne pensaient pas que ce soit possible et qui sont venus vérifier que nous avions bien un olivier dans le jardin.
Alors cultiver un olivier à Argenteuil, est-ce difficile? Faut-il avoir la main verte? C'est une taille dans l'année, et puis après on l'oublie jusqu'à la cueillette. Voilà, donc on le laisse faire tout seul. On regarde, on voit qu'il y a des fleurs, on l'observe, mais sans plus, il n'y a rien de plus à faire. Et cette année, contre toute attente, la récolte a été exceptionnelle. 25 kilos d'olives noires. Il a fait terriblement sec ici en région parisienne. Donc habituellement, nous avions une récolte correcte d'environ 5-6 kilos, ce qui nous semblait être normal par rapport à la région. Mais cette année, donc 25 kilos, pour nous, c'était inespéré. Ne reste plus pour Véronique qu'à mettre sa cueillette en bocal. Donc, étape préalable, on va laver les olives. Et aujourd'hui, elle partage sa préparation de l'olive avec Michel, une amie. Tiens Michel, je vais te laisser faire, alors tu les sèches et au fur et à mesure, tu vas en déposer dans le bocal. Donc maintenant, tu vas pouvoir rajouter le gros sel. Là, on va mettre 2 bonnes cuillerées à soupe que tu vas répartir au-dessus des olives. De toutes les façons, on secourra le pot après. Ici, uniquement de l'olive et du gros sel. Simplissime. Voilà, il faut répartir le sel. Et après, donc, il y a la période de repos. Il faut également donc, les surveiller et retirer donc, le liquide qui va se former au bout de quelques jours et durant les 3 à 4 semaines de repos. Ce n'est que dans quelques semaines que Véronique pourra déguster ses propres olives. Avant, qui sait, peut-être un jour, de déposer une AOP Olive d'Argenteuil.